Bonjour tout le monde. Comme prévu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a une actualité ultra chargée, il y a énormément de films qui sortent cette semaine et les semaines qui suivent, c'est normal. C'est la période de Noël et c'est aussi la période du rush des films à Oscar. Et en parlant d'Oscar, on va commencer tout de suite avec le film qui a déjà gagné l'Oscar du meilleur film d'animation et de la meilleure musique originale. Je dis pas que c'est mérité, je dis que c'est ce qui va se passer. La Reine des Neiges 2. Alors moi, je trouvais que Disney ces derniers temps faisait d'excellents films d'animation. J'avais adoré Réponse, j'avais beaucoup aimé La Reine des Neiges, et donc La Reine des Neiges 2, je me suis dit, bon, pourquoi pas? On va déjà mettre les choses au clair, ouais, c'est un film qui a été fait pour la thune, ouais, c'est un produit avant tout. Bon, ça, c'est normal en fait, le cinéma c'est une industrie et il y a énormément de très bons films qui ont été faits pour la thune. Il y a d'excellents films qui ont été réalisés alors que leur objectif premier, c'est d'être des succès au box-office. Tiens, regarde les derniers Missions Impossibles. C'est exactement ça, leur but c'est d'atteindre les 800 millions de dollars au box-office, mais c'est des films incroyables, c'est des films géniaux, et il y a Tom Cruise, bordel. Le box-office ne doit jamais être un indicateur de la qualité d'un film, mais le souci avec La Reine des Neiges 2, c'est pas que c'est une suite, mais que putain, c'est tellement plat. C'est quand même fou de faire un film pareil, c'est tellement plat, c'est tellement sans magie, c'est tellement pas inspiré. En fait, c'est vraiment un film qui se contente de cocher les cases, quoi. Il n'y a aucune imagination, et même les qualités du 1, parce qu'il y en avait, hein. Le 1, techniquement, il était extraordinaire, il y avait des vrais personnages, il y avait un univers qui y était créé et qui était plutôt intéressant. Mais là, toutes ces qualités-là, dans le 2, elles ont disparu. Même techniquement, alors ouais, bien sûr, c'est lisse, c'est propre, c'est normal, ça reste un Disney. Mais il n'y a aucune direction artistique, il n'y a pas cette espèce de côté grandiose qu'on avait dans le premier, parce que dans le premier, il y avait quand même des séquences qui t'en ressortaient, c'est très conventionnel, très plat, à l'image du film, et à part au dernier quart d'heure, on n'est jamais vraiment surpris par la technique en fait, on l'oublie même très vite. Et on sent vraiment que les scénaristes avaient rien à dire, quoi. Il y a énormément de passages qui servent de remplissage, t'as des enjeux hyper forcés, et surtout, en vrai, t'enlèves toutes les séquences qui n'ont aucune importance dans le film, et sur le traitement de l'histoire, sur le déroulement de l'histoire, mais tu te retrouves avec un court-métrage, tu te retrouves avec un film de 45 minutes en fait. Olaf, qui était le personnage le plus insupportable du 1, est omniprésent dans celui-ci et ses vannes fonctionnent pas du tout puisqu'on a 50 à la seconde. On va se mettre en danger régulièrement à partir de maintenant. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule! Et putain, mais ces chansons, mais il y en a partout. Mais c'est insupportable. Mais elles sont nulles, elles sont explosées, elles sont éclatées au sol, il n'y a pas une seule chanson qui arrive à la cheville de cette séquence de réponse. Oh, she's here, shining in the starlight. Now she's here, suddenly I know. Donc ouais, c'est foiré, c'est un mauvais film, un mauvais Disney, et c'est dommage. Mais bon, j'ai pas trop envie de m'attarder dessus, on va passer direct au deuxième film où il y a bien plus de choses à dire, puisqu'on va parler de Martin Scorsese. Donc, deuxième film, et je l'attendais depuis très longtemps, puisque Scorsese, c'est un peu le sang, c'est le sang de la veine, Scorsese. C'est le sang de la veine, Scorsese. Et il sort un film qui s'appelle The Irishman. Sur le papier, on est sur un menu maxi best-of, les copains. Film de mafieux, De Niro, Pacino, Pesci, Scorsese. Pas de quoi te régaler. Mais en fait, le souci, c'est que le menu est hyper lourd, et pas forcément facile à digérer en fait. The Irishman, j'ai eu la chance de le voir sur grand écran et je conçois pas qu'on puisse le voir sur Netflix. Le film dure 3h30, c'est une fresque énorme qui s'étale sur des années. T'es quand même assez loin du style Netflix and chill chez toi le dimanche matin, tu vois. Et on sent très vite qu'on est dans un film ultra important en fait, un film quasi testamentaire. Comme si c'était Scorsese qui jetait un regard sur toute sa filmographie, à l'image de son personnage en fait, à l'image de De Niro qui jette un regard sur sa vie de gangster passé. Il n'y a pas du tout cette hystérie qu'on retrouve souvent chez Scorsese, comme dans Casino, comme dans Les Infiltrés. Là pas du tout, The Irishman c'est un film sobre, très mélancolique et très lent. It's over. They're all gone. Frank, it's time. It's time you say what happened. Alors le film est excellemment mis en scène, ça c'est évident. Les acteurs sont dirigés à la perfection, on s'en doutait. Même s'il y a un rajeunissement numérique parfois un peu visible, mais bon, on pardonne. Il y a un parti pris très intéressant, je trouve, dans l'écriture et dans le montage, qui est de passer sous silence tout ce qui pourrait un peu dynamiser le récit,
pour privilégier volontairement des séquences très lourdes, des plans très très lents, qui vont instaurer une espèce de pesanteur un peu lourde. Et la conséquence, c'est qu'on s'ennuie un peu. Faut juste prendre conscience qu'on est face à un énorme morceau de cinéma, très très mélancolique, très très long, et qu'il faut savoir ce qu'on regarde en fait. C'est difficile, je suis un peu partagé sur ce film, c'est très très difficile de lui trouver des défauts, mais je peux pas dire que c'est le meilleur Scorsese, je peux pas dire que c'est un très très grand Scorsese. Business and the government is on the attack. You want to be a part of this fight? A part of this history? Whatever you need me to do, I'm available. On sent que c'est un film à part dans sa filmographie en fait. On sent que vraiment c'est un film qui avait une importance capitale pour lui, je serais même pas surpris que ce soit son dernier film malheureusement. C'est un film qui va rester, donc c'est forcément un film à voir. Mais faut vraiment savoir, avoir conscience de ce à quoi on s'attaque. I put you into this thing. Sooner or later, everybody put here as a date when he's gonna go. Dernier film, et vous savez que j'adore le cinéma français. Et j'adore le cinéma français ambitieux. Et ça tombe bien, parce que cette semaine est sorti un film qui s'appelle Proxima, avec Eva Green qui est une de mes actrices préférées et qui est comme d'habitude tellement envoûtante. 5, 4, 3, 2, 1. Le sujet principal de Proxima, c'est le lien entre une mère, donc Eva Green, et sa fille. Et j'avais très peur d'un truc. Le film se vend en permanence comme étant un film féministe sur les femmes astronautes, sur la lutte des femmes astronautes contre la misogynie ambiante, etc. Et ça me fait toujours flipper parce que putain, c'est pas ça qui fait un bon film en fait. Enfin, c'est bien, bravo, mais ça me rappelle la promo un peu honteuse de Black Panther qui reposait totalement sur le fait que les acteurs soient blacks. Ouais, ok, bravo. Super, mais ton film au final il est éclaté. En fait tu vends ça parce que t'as rien d'autre à vendre. Un film qui repose sa promo sur quelque chose qui n'a rien de cinématographique, qui n'a rien à voir avec l'écriture, la mise en scène, la réalisation, etc. C'est jamais très bon signe. J'avais un peu peur de ça pour Proxima et heureusement, c'est un film qui a quand même un peu plus à offrir. Tu savais que ta maman allait partir un jour. Ça te fait très peur, un peu peur. Un peu peur. Le film se divise en deux parties. Une partie documentaire sur la préparation des astronautes et une partie fiction avec une mère qui doit quitter sa fille pour réaliser la mission la plus importante de sa vie. Et la partie documentaire, elle est très intéressante. Il y a quelque chose qui se dégage de ces personnages, il y a une espèce de poésie, une science du montage qui fait que ça fonctionne, il y a plein de séquences qu'on n'avait pas déjà vues, alors que c'est un sujet qui a déjà été traité pas mal de fois. Vraiment, tu te sens captivé, tu te sens avec les personnages et ça fonctionne bien. Ça fonctionne vraiment bien. Le problème, c'est la partie fiction qui est un peu plus nuancée quand même. Tous les personnages autour d'Eva Green sont des putains de caricatures. Tous sauf la fille. Alors ça pourrait être une intention, hein, ça pourrait être l'idée de filmer juste le couple phare, entouré de fantômes, de stéréotypes, de caricatures, etc. Ça pourrait être un parti pris, mais dans ce cas-là, pourquoi t'accordes autant de temps à l'écran à des personnages aussi vides, aussi mal ou aussi peu écrits? Et c'est pas le seul souci, parce que la partie fictionnée, donc qui est très dramatique, on comprend pas trop où elle veut en venir. Les enjeux sont jamais clairs, on sait pas trop, en fait, on sait même pas de quoi parle le film, en fait. Il y a des intentions de mise en scène, mais il y a un découpage très formaliste, en fait, très académique, qui fait que on n'a pas vraiment de clé de compréhension dans le récit et on se retrouve vite face à un film très hermétique à notre incompréhension en fait. Vraiment, c'est un film qui est assez difficile à aborder et joue énormément sur l'affect plutôt que sur la compréhension, mais si tu comprends pas, tu auras du mal à être affecté. C'est demain soir que tu pars. Si vous voulez en apprendre plus sur la préparation à l'espace, sur la préparation des astronautes, etc., foncez, parce que ça, c'est vraiment documenté et c'est vraiment intéressant. Et si l'espace vous intéresse, c'est pareil, ça va vous plaire. Mais si vous voulez voir un beau film français, si vous voulez voir un bel objet cinématographique, c'est un peu plus nuancé quand même. Il y a de l'ambition, il y a une Eva Green, mais exceptionnelle. Je pense que c'est son meilleur rôle avec son rôle dans la série Penny Dreadful, qui est magnifique si vous ne l'avez pas vu. Foncez, c'est la meilleure série, je pense. En tout cas, c'est ma série préférée. Je pense que le film aurait vraiment dû trancher. En fait, il est trop écrit pour qu'on soit vraiment à 100% dans l'affect, et il est trop peu écrit pour qu'on soit dans un drame classique. Du coup, c'est un petit peu le cul entre deux chaises et c'est dommage. Moi, perso, je suis pas rentré à 100% dedans. Mais c'est un film qui pourrait vraiment plaire à pas mal de monde, je pense. T'éteins pas la lumière. Aye, aye, Captain. Donc voilà, c'était pas la meilleure semaine pour le ciné. On se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous, oublie pas de t'abonner, oublie pas de suivre mon Twitter, mon Instagram, je sais pas où ça va s'afficher, mais n'oublie pas.
Allez, salut. Allez, abonne-toi et suis-moi sur Twitter. C'est l'éclat total.